Commencer la séance. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Fabrice Denisme, je dirige le musée d'histoire de Marseille. Et c'est donc évidemment un grand plaisir d'accueillir des collègues, des amis et des représentants, on va dire, des milieux de l'archéologie et de la plongée sous-marine. Et il est tout à fait naturel, selon nous, que le musée d'histoire de Marseille ouvre les portes de son auditorium à cette rencontre. Le projet SOS Épave, tel que Jean-Bernard Meymet ou les collègues du DRAS me l'ont présenté, est un projet qui relie en fait les deux éléments constitutifs d'un musée, c'est-à-dire un patrimoine et un public, ou des publics, et donc est dans une démarche participative. Donc c'est de ce point de vue-là très pertinent que l'on soit associé, et on espère tout au long du processus qui va être présenté ce matin, nous espérons pouvoir rendre compte par des rencontres ici, par toutes sortes de moyens que nous pourrons mettre aussi à disposition, de moyens de communication notamment, pour être associés donc à ce projet SOS Épave. Je vous précise que cette conférence de ce matin va être à partir de demain disponible en streaming, comme on dit en bon français, sur la chaîne YouTube des musées de Marseille et sur le site internet du musée d'histoire. C'est un peu une des conséquences directes du confinement. On a donc pris le parti maintenant, vu que notre auditorium est un peu limité, vous le voyez dans sa configuration, désormais tout ce qui se passe dans cet auditorium se retrouve à l'identique sur Internet. Donc nous pourrons relayer auprès de toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin à cette conférence. Nous espérons pouvoir leur proposer de se connecter et de suivre nos échanges. Donc merci à vous, merci aux organisateurs. Ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer parce que les logos sont là pour ça sur la page d'accueil, mais en tout cas, merci à tout le monde et je nous souhaite une bonne séance de travail. Merci Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Bernard Meymet, je suis fondateur et co-gérant de la société Acoros. Et au nom du consortium SOS Épave, je vous souhaite la bienvenue. Peut-être vous allez vous présenter, Lila et Nathalie. Donc bonjour aussi, Lila Reboul, donc membre du DRAS, mais sur la partie terrain et plongée du projet SOS. Nathalie Huet, donc aussi membre du DRAS, et à l'initiative avec Jean-Bernard il y a 12 ans de cette thématique, qui n'aboutit que maintenant, mais Jean-Bernard va en parler, et donc à l'interface scientifique et plongée, puisque moi je ne plonge pas, mais je suis une scientifique de base, donc je relie les deux au sein de ce projet. Et est-il encore nécessaire de le présenter? Jean-Pierre Jonchoret. Allez, présente-toi s'il te plaît. Le dernier dinosaure de la plongée sous-marine. Jean-Pierre Jonchoret, je suis indépendant, je suis ce qu'on appelle bénévole, et surtout je suis certain d'avoir vu toutes les épaves modernes, contemporaines qui existent sur les côtes méditerranéennes françaises et en Corse. Et je vais essayer de raviver mes souvenirs pour vous raconter ce que je sais du Liban et qu'est-ce qu'il est, comme on dit, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà. Merci Jean-Pierre. Alors je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de cette conférence. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous faire une introduction globale du projet Sauvons nos épaves. Et puis nous allons dérouler cette introduction, les objectifs de ce projet, l'intérêt de ce projet. Et puis Jean-Pierre reprendra la parole pour parler en particulier du Liban. Et dans la dernière partie de la conférence, nous évoquerons les aspects très opérationnels du projet et avec un petit peu à votre destination les comptes rendus des opérations menées sur le terrain et un débat que j'espère fructueux sur l'ouverture au public de ce projet et sur le fait que nous en faisons aussi un réseau de sciences participatives au travers d'un réseau que nous créons qui est le réseau Sentinelle d'épaves. Alors tout commence avec l'effondrement inexorable des épaves métalliques, principalement lié à la corrosion. Aujourd'hui, avec l'augmentation du réchauffement des eaux, ces corrosions s'accélèrent et on risque de voir dans les années futures de plus en plus d'épaves s'effondrer.
La corrosion, c'est le résultat des interactions entre des paramètres physico-chimiques du milieu, entre des espèces qui la colonisent et des matériaux qui la constituent. Rappelons-nous une chose, la corrosion démarre dès l'immersion de l'épave, et puis cette corrosion, avec le temps, va faciliter la casse métallique liée aux phénomènes environnementaux, les tempêtes notamment, mais aussi liées au filet, liées à tout ce qui concerne l'écosystème marin. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, une vitesse corrosion théorique de l'acier dans l'eau de mer, c'est 0,1 mm par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une tôle de 10 mm d'épaisseur disparaîtra en 100 ans. Ça, c'est une vitesse que l'on considère comme théorique. C'est la vitesse dont on se sert pour calculer des structures à la mer. Cependant, les précurseurs dans ce domaine de la corrosion des épaves métalliques sont les Australiens et un certain Ian McLeod, qui lui a peu mesuré sur site des vitesses de corrosion légèrement inférieures, entre 0,05 et 0,07 mm par an, ce qui nous fait une durée de vie maximale d'une épave à 150 ans. 150 ans, dit comme ça peut être long. Cela dit, pensons aux épaves de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, et on s'apercevra très vite que nous sommes là sur la menace de disparition de ce patrimoine. Alors la corrosion et ses effets directs et indirects. D'abord, évidemment, vous avez des effets sur l'histoire de ces épaves. Certaines épaves sont emblématiques d'un pays, d'un conflit, d'une bataille. Il est important pour nous de les prendre en considération. Des impacts épistémologiques, et là vous avez à côté de moi un grand spécialiste dans ces domaines-là, notamment Deschaudière, et Jean-Pierre a publié très récemment l'archéologie de la vapeur, et donc il sera le témoin effectivement de ces avancées majeures dans la marine. Les impacts économiques, bien évidemment, les épaves métalliques représentent un enjeu majeur pour la plongée, des plongeurs qui consomment, mais également pour les pêcheurs, et notamment pour toute la pêche locale. Et enfin, des impacts environnementaux. La perforation des coques de navires, particulièrement des réservoirs, va pouvoir entraîner des relargages d'hydrocarbures ou dans les soutes à munitions, des relargages de fluides toxiques. Alors, ces épaves, on les connaît, nous sommes plongeurs, ce sont avant tout des récifs artificiels. Qu'est-ce qui fait que ces épaves sont des récifs artificiels? En fait, c'est toute la volumétrie d'une coque d'épave qui est constituée de surfaces complètement diverses, solides la plupart du temps quand on est dans l'épave métallique, des surfaces exposées au courant, des surfaces contre le courant, des surfaces volumineuses très saillantes, des surfaces dures et planes. Et donc, sur ces différentes typologies de surfaces, va pouvoir s'accrocher un biotope spécifique. La survie de cet écosystème dépend de l'état de conservation de l'épave. Plus elle est dégradée, moins ses habitants pourront y vivre. Et donc là, on a un des enjeux majeurs qui ont conditionné à mettre en œuvre ce projet. La dégradation aussi réduit la surface colonisable, bien évidemment, on rejoint là ces aspects-là. Et donc, le récif vivant, il va s'éteindre avec la disparition de l'épave. Donc on a un enjeu absolument important. Le thème de la pollution liée aux épaves est un thème qui devient maintenant très prégnant dans le monde actuel. Il y a une véritable prise de conscience, ne serait-ce qu'à en juger si vous allez sur les réseaux sociaux par le nombre de documentaires qui concernent épaves et pollution. Et je vous renvoie notamment à un documentaire paru il y a 2 ans qui s'appelle « Les larmes noires de l'océan », dans lequel on pouvait trouver des premiers éléments importants de chiffrage, même si évidemment tout est toujours critiquable. Cela dit, ça a le mérite d'exister ici. Des éléments de chiffrage du potentiel relargage des hydrocarbures, qui a été estimé en l'occurrence là par une biochimiste américaine entre 2,5 et 20 millions de tonnes d'hydrocarbures potentiellement relargables dans les océans. Voilà, donc ce qui a incité la NOAA en particulier à créer une base de données des épaves avec des critères de classement de la dangerosité de ces épaves vis-à-vis du milieu marin, 21 critères de classement, donc on peut dire qu'on est quand même là dans une science qui est très complexe. Et alors, dans les premiers résultats présentés il y a 2 ans, sur 573 épaves, 5 étaient classées ultra dangereuses.
il y a des États qui commencent à pomper en fait, les hydrocarbures de ces épaves. Il y a une vraie prise de conscience. Il y a la Convention de Nairobi aussi qui a été signée par la France récemment qui prône en fait, une surveillance constante en fait, de ces épaves, non pas sur l'axe patrimonial, mais là sur l'axe environnemental. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on a décidé conjointement, et à 4 laboratoires, de lancer le projet SOS, qui est un projet qui vise à étudier, préserver les épaves métalliques et éminemment tourné vers 2 axes, la biologie marine et l'électrochimie, la corrosion de ces épaves. Alors, quels sont les objectifs de ce projet? Être capable de diagnostiquer une épave et donc définir non seulement un protocole de diagnostic de l'épave, mais également un protocole de protection, et nous verrons, on parlera de protection cathodique, mettre en place ce protocole, mesurer ses effets sur l'environnement, et étudier par la même occasion les interactions liées à l'épave et à l'environnement, donc le relargage des composés de l'épave vers l'environnement, l'influence de l'environnement vers l'épave, mais aussi le relargage post-traitement éventuel de composés et ces interactions majeures avec la biodiversité. Et enfin, le 3e axe fort de ce projet, c'est sensibiliser au patrimoine immergé, impliquer les acteurs locaux au travers d'un réseau de sentinelles notamment. Alors, je vous présente ici le consortium scientifique du projet et je me dois d'excuser Florence Mercier, qui est la coordinatrice du projet du laboratoire, qui est le laboratoire chef de projet dans le programme SOS. Donc c'est un laboratoire qui s'appelle l'unité mixte de recherche du CNRS-CEA qui s'appelle NIMB, et en particulier le laboratoire d'archéométrie et de prévision de l'altération, d'archéomatériaux, pardon, et de prévision de l'altération. C'est un laboratoire ici, chef de projet, qui sera en charge notamment de l'étude des couches de corrosion sur ces épaves, de la nano-échelle à la macro-échelle. Évidemment, le DRASM, dont vous avez avec nous aujourd'hui de nombreux représentants, mais les 2 personnes en charge du projet, Lila Reboul et Nathalie Huet, qui est chargée dans le cadre du projet de l'ensemble des opérations réalisées sur les épaves et de la réalisation des mesures scientifiques et de la surveillance des épaves dans le projet. Ensuite, la société Acoros que je représente, qui est plus en charge là d'établir des protocoles de diagnostic et des protocoles de protection de ces épaves au travers notamment de la protection cathodique. Et enfin, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui est avec notamment Laurent Urios, que je dois excuser également, qui est en charge de l'étude de la biodiversité et de l'influence de l'épave sur le milieu, avant et après l'application de la protection cathodique. Alors je vous présente un schéma un peu global maintenant du cœur en fait, scientifique du projet. L'épave, il faut bien avoir conscience que l'innovation dans ce projet, c'est que l'épave est au cœur du projet. On voit beaucoup de projets de recherche sur la protection contre la corrosion des structures à la mer. Souvent, c'est sur des infrastructures portuaires. En grande majorité, c'est en laboratoire. Là, on a vraiment la chance de pouvoir travailler directement sur les épaves. Donc l'épave au cœur du projet, avec toutes ses composantes, histoire, corrosion, biodiversité et protection, avec une approche, comme on l'a dit, multi-échelle, de la nano-échelle, de la microbiologie, de la caractérisation nano des produits de corrosion, jusqu'à la macroflore, la macrofaune et l'importance visuelle que va avoir la protection cathodique sur ces épaves. Donc, une grosse partie sur le diagnostic in situ des épaves, avec la description des systèmes, description en termes de biodiversité, description en termes de corrosion. Ensuite, une fois qu'on a diagnostiqué in situ cette épave, on va mettre en place des coupons sur chacune de ces épaves qui vont nous servir d'essai de corrosion sur les 3-4 premières années de sa vie. Quand vous mettez un acier dans l'eau de mer, et on le verra tout à l'heure, on verra des photos, dès la première minute d'immersion s'engagent les processus de corrosion. Et ces premières minutes-là, en fonction des conditions physico-chimiques du milieu, la température, l'oxygénation, la luminosité, ces conditions-là vont quelque part conditionner la surface pour toutes ces années suivantes, que ce soit de la 4e à la 100e année.
Donc c'est vraiment, vraiment important qu'on puisse suivre les premiers instants d'immersion de ces aciers, et là pour le coup in situ sur des épaves. Ensuite, en laboratoire, on va tous les 6 mois venir prélever certains de ces coupons qu'on a installés sur les épaves et étudier la biodiversité qui s'est posée sur les coupons, les profils de corrosion, et tout ça avant et après l'installation d'une protection cathodique. Le programme a commencé en 2019, en mai 2019, il s'achèvera en octobre 2023, et le printemps prochain, en mars 2021, nous mettrons sous protection cathodique les épaves qui nous servent de laboratoire d'essai in situ. Alors, avant de laisser la parole à Jean-Pierre, je vous dis 2 mots sur le daffodil, les 2 épaves en fait, qui sont engagées dans le projet. D'abord, vous avez le daffodil, qui est un train ferry qui a coulé au large de Dieppe en 1945, qui fait 118 mètres de long, 19 mètres de large, et comme on le voit ici, coupé en 2 au fond de l'eau. Dans un premier temps, on a travaillé également sur l'Alice Robert, qui est un bateau qui a coulé au large de Port-Vendre, mais ce bateau a été récemment interdit à la plongée parce que il est chargé de bombes, et de bombes au phosphore en particulier. Et donc là, on a l'illustration parfaite de l'intérêt de ce programme. Quand la corrosion de ces bombes au phosphore sera maximale, on pourrait générer une pollution maximale également. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'État a fermé à la plongée cette épave en vue de le déminer. Et enfin le Liban, et je vais profiter en fait de ce temps pour donner la parole à Jean-Pierre. Je vais mettre sa communication. Je t'en prie. J'enlève ça. Oui, ça marche. Le Liban, il y en avait un avant, tiens, pardon. Ça marche. Le Liban, c'est la 2e épave que j'ai plongée, c'était en 1962. À l'époque, il y avait le Saint-Dominique, on l'appelait, et le Liban, c'était les 2 spots de plongée. Depuis, ils ont fait des petits, il y a plein de nouvelles épaves. Alors le Liban, le voici, une carte postale colorisée, donc ça m'étonnerait bien que la couleur marron soit la couleur d'origine. J'ai choisi cette photo parce que vous remarquez surtout l'espèce de structure à l'arrière qui était faite pour supporter des bâches. Nous étions en été, le bateau allait en Corse, et justement les dames en crinoline et les messieurs avaient besoin d'ombre. Donc sur cette structure, il y avait des bâches. Et c'est ces bâches qui ont été des pièges. Lorsque le bateau a coulé, ça a été un piège, un filet qui a empêché les gens de se retrouver à la surface. Le Liban appartenait à la compagnie marseillaise de navigation à vapeur, plus connue sous le nom de compagnie Freycinet, une très vieille compagnie marseillaise qui continue d'ailleurs à exister au travers des associations qui aboutissent maintenant à quelques grandes compagnies. Au milieu, un écusson de la compagnie qu'on retrouve sur les fragments de vaisselle qui se retrouvent encore sur l'épave. La compagnie Freycinet était aussi l'armateur en haut à gauche de l'insulaire, qui justement va être à la cause du naufrage, parce que le Liban a coulé par collision avec l'insulaire. Et la compagnie Freycinet était aussi propriétaire du Balkan, que vous voyez en bas. Le Balkan, c'est le vapeur qui était le plus proche de la collision et de la catastrophe, et qui a porté les premiers secours aux naufragés. Bon, cette image, on la voit de partout. Si d'ailleurs j'en ai quelques-uns d'avance, si ça peut intéresser des gens, c'est l'image du petit journal qui est reprise presque littéralement par l'illustration, à droite en haut. L'illustration, il y a moins de monde dans l'eau. Ou alors, je crois que c'est le pèlerin, en bas à droite. C'est exactement le même angle, la même... Vous remarquez que dans tous les cas, l'hélice est sortie de l'eau, et on verra que tout à l'heure, que ça a été néfaste après le naufrage.
Alors bien sûr, pour l'anecdote, pour la petite histoire, bien, ça a été repris par d'autres revues avec justement les images spectaculaires de la remontée des cadavres et des sacs postaux. Parce que quand le bateau a coulé, il fallait donc récupérer la centaine de corps et récupérer les sacs postaux qui étaient prévus pour partir en Corse. J'agrandis, c'est assez morbide, à l'époque ça plaisait beaucoup. Voilà le résultat du naufrage. Y compris un drame, en plus du drame du Liban, le drame de la mort d'un des scaphandriers. Alors, quand le bateau a coulé, le bateau appartenait donc à une compagnie, un armateur, et il avait dedans des marins. L'armateur a employé des scaphandriers pour sortir les corps. Les marins, le syndicat des marins de Marseille, a employé une autre équipe de scaphandriers. Ce qui fait qu'il y avait deux équipes concurrentes et qui s'étaient acquis en remonter le plus. Et l'un des scaphandriers, il s'appelait Antesevich, à l'issue de écoutez-moi bien, de sa 6e plongée de 25 minutes sur l'épave, eh ben, il en est mort. Un drame par-dessus les autres drames. Que reste-t-il ? La photo d'en haut, c'est la photo ça a été prise par moi en 1962. Il restait encore des superstructures visibles et compréhensibles. En 62, quand même, le bateau avait coulé depuis 60 ans. Et la carte postale et celle du bas correspond à une carte postale. J'ai trouvé la carte postale, je n'ai jamais retrouvé la cloche, je ne sais pas exactement où elle est. On passe dans les généralités, grâce à ce croquis qui est dû à Pascal Hénaff. Que se passe-t-il quand un bateau coule ? Que devient l'épave ? Alors, les tôles fines disparaissent les premières. Alors, en 1, le bateau est à l'eau, il coule. En 2, on voit qu'immédiatement disparaissent la cheminée, une partie des superstructures. Ce qui plus est, souvent les superstructures sont en bois ou partiellement en bois. Ce qui fait que, après quelques années, pas tellement après une vingtaine d'années, on arrive à trouver, le bateau est devenu un ponton à plat avec plus rien sur le pont. À condition qu'au préalable, à la suite de la collision, à la suite du naufrage, il n'ait pas été détruit parfait justement à ce moment-là. En 3, on voit la disparition pratiquement complète de la ferraille, sauf vous commencent à émerger les chaudières et la machine qui sont les parties les plus solides pour aboutir en 4 à ce que l'on voit maintenant. Pas tout à fait encore sur le Liban, mais par exemple sur un bateau que je connais bien, sur le Prophète, il n'y a plus rien, il n'y a plus que les chaudières, la machine, les ancres, les treuils, les choses solides. Et d'où, quand on va plonger dans différents endroits, le nombre incroyable de bateaux qui sont connus sous le nom de chaudière ou le nom de machine ou le nom de vapeur. Mais on n'a pas la moindre idée du nom du bateau. Ça a été un peu mon boulot depuis maintenant 40 ans, d'arriver à les identifier. Alors je dois à Olivier Clos-Sebès, qui doit nous rejoindre dans peu de temps, cette description actuelle de l'épave. En haut à gauche, la peinture a été faite il y a 40 ans, au début des années 80. Déjà, on voyait que l'épave avait bien souffert. Et Olivier a surchargé en m'indiquant qu'est-ce qui s'était passé depuis. Alors, de gauche à droite, si vous voulez bien, de la poupe à la proue, la poupe qui est très, très concrétionnée, très remplie de faune et de flore, a le mieux résisté. Le milieu, cette espèce de mikado de tôle, le milieu a toujours été comme ça. Dès le naufrage, ou quelques années après le naufrage, je pense que le bateau s'est brisé en son milieu. C'est pour ça qu'il est vraiment en fouillis. Et la partie qui a le
plus souffert depuis 40 ans, c'est la partie avant, l'avant, qui s'est affaissée. L'épave a légèrement reculé, mais surtout, elle est descendue de plusieurs mètres. Je me souviens qu'on pouvait rentrer dans les cales. Maintenant, les cales, d'abord, sont remplies de vases, et ensuite, le pont est pratiquement au niveau du sédiment extérieur. Justement, quelques photos de l'épave pour illustrer tout ça. La quantité de faune est phénoménale. Sur cette photo, la proue semble être en bon état, mais... Ah oui, non. La proue qui semble encore en bon état. Photo de Kamel Benabid. Et la poupe qui, elle, se maintient quand même avec un certain relief. Alors qu'en 1980, cette photo est 90, il y a une trentaine d'années, on pouvait encore entrer dans les cales. Maintenant, pratiquement, le pont est tombé au niveau du fond du bateau. On remarque que les parties solides, ce sont les treuils, ce sont les ancres, ce sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chaudières, les machines. Et là, Olivier pense distinguer des cassures qu'il pense modernes. Moi, je vous dirais que cette pauvre épave est tellement cassée de partout qu'on aura du mal à déterminer quels sont les éléments qui ont bougé. Ici, l'extrême avant, avec les écubiers à droite, les chaînes et le treuil. J'ai choisi ces deux photos et je les ai comparées pour vous montrer deux aspects différents. C'est là que Jean-Bernard, tu auras du travail. Un aspect où le concrétionnement est totalement disparu. Je pense que c'est dû à quelque chose de physique. Une encre qui a dû racler ou quelque chose comme ça, parce que pour qu'on voit la rouille comme ça après tant de temps, c'est anormal, disons. Alors qu'à droite, c'est l'image habituelle, avec particulièrement pour le Liban, un concrétionnement animal très important. Ce qui n'était pas le cas pour le daffodil qui, lui, se trouve dans un endroit plus hostile à la faune, ce qui n'aurait pas été le cas pour la lys Robert, qui a des tôles plus à nu, si l'on veut. Voilà, je vais peut-être terminer ce court exposé par une petite comparaison entre le daffodil, on vous en a parlé, et le Liban. Ce sont deux bateaux. Alors, le daffodil est légèrement, c'est celui qui est en noir, il est légèrement plus grand, à peine, il fait 110 mètres, alors que le Liban en faisait que 92. Surtout, le daffodil a été construit en 1918, le Liban quand même 30 ans, en 1882, bien avant. Ce qui fait encore leur différence, c'est qu'ils ont coulé pratiquement à peu près au même moment, le Liban en 1903, le daffodil en 1918. Comme c'était il y a un siècle, maintenant la différence est peu visible. La profondeur, là j'ai figuré maladroitement le daffodil, vu que je ne connais pas, et j'en ai mis deux parce que en Manche, il faut savoir qu'il y a 19 mètres à certains moments, et puis on passe à 25 mètres à un autre moment, alors que heureusement pour nous, le Liban, lui, il est toujours à la même profondeur. J'ai plongé quand même pas mal de fois en Bretagne ou en Normandie, mais quand même c'est très différent. Vous arrivez, vous sortez, vous avez des îles, 2 heures après, les îles c'est devenu des écueils. 3 heures après, vous avez la quille qui touche le fond et vous attendez pour qu'on vous renfloue. Les conditions sont nettement plus difficiles que chez nous, ici dans notre région. Voilà, je terminerai en vous conseillant d'excellents livres où vous verrez toute l'histoire du Liban. Posez-moi la question si vous voulez savoir comment vous les procurez. Je vous remercie. Ça va, c'était... Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre de cette passionnante histoire du Liban.
Nous allons reprendre la présentation du programme SOS. Effectivement, hein, ces deux épaves, et Jean-Pierre l'a dit, ces deux épaves... alors, pourquoi ces deux épaves ont été sélectionnées ? D'abord parce que nous avions besoin, dans le cadre du panel des épaves, même si 2 c'est un petit panel, nous avions besoin de tester la protection cathodique et de regarder, de caractériser ces épaves dans 2 environnements biologiques et physico-chimiques différents, Manche d'un côté, enfin mer du Nord même, et Méditerranée d'une part. Deuxièmement, nous avons essayé de trouver des épaves qui ont coulé approximativement au même moment et qui ont à peu près le même âge sous-marin. Donc ça fait partie de ces épaves. Enfin, et là on a une différence, et Jean-Pierre l'a souligné, on a tout de même une différence en matière de matériaux constitutifs de l'épave. Le daffodil, lui, est en acier. Le Liban, vraisemblablement, vu sa période constructive, le Liban serait, et je dis serait parce qu'on attaquera les prélèvements en mars prochain, le Liban serait en fer pudelé. Alors pour les non-initiés, le fer pudelé, c'est l'ancêtre de l'acier. Et c'est un matériau qui a eu cours en France en particulier entre le début du 19e et le tout début du 20e siècle. Voilà. Donc c'est la seule différence majeure entre ces épaves, hormis évidemment le milieu marin. Alors pour mener à bien le projet de recherche, qui est financé, je l'ai peut-être oublié, j'ai peut-être oublié de le dire, par l'Agence nationale de la recherche, pour mener à bien ce projet de recherche, on a des challenges qui sont scientifiques et techniques concernant le projet. Tout d'abord, comprendre les relations physico-chimiques entre la protection cathodique, en tout cas l'effet de la protection cathodique sur le milieu, que ce soit sur la corrosion, les concrétions ou le milieu vivant. Ensuite, estimer l'influence de cette protection cathodique sur le milieu vivant au travers du relargage des matériaux. J'aurai l'occasion de vous reparler de la protection cathodique et de ses effets de relargage. Ensuite, déterminer l'influence d'une épaisse couche de concrétion sur la faculté de protection de l'épave et sur le calcul même d'une protection cathodique. Pour vous résumer, aujourd'hui, la protection cathodique, j'y reviendrai, c'est une technique qui permet de protéger à la mer des infrastructures, qu'elles soient portuaires, navales, notamment. Pour faire le calcul de la protection cathodique, on doit estimer la surface de l'objet, si je puis dire, à protéger. Cette surface, quand c'est un objet neuf, un bateau, une plateforme, elle est facile à calculer, c'est la surface apparente. Mais dès lors qu'on a des phénomènes de corrosion qui vont créer une rugosité importante, alors la surface à protéger n'est plus du tout la même, elle sera nécessairement bien supérieure. Et là, on a des challenges assez importants. Donc on pourrait considérer comme ça de but en blanc que puisque cette surface sera supérieure, alors la quantité d'anodes à fournir sera supérieure, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la réalité, et nous le verrons. Ensuite, on a deux challenges technologiques. D'abord, développer un outil tout en un de surveillance de la corrosion et de la protection cathodique en milieu marin, et j'y reviendrai. Et enfin, développer une technique fiable pour déterminer la surface réelle à protéger. Alors passons maintenant au premier résultat du programme. Ce programme, je vous l'ai dit, a commencé en mai 2019 et s'achèvera en octobre 2023. En mai 2019, dès le démarrage du projet, nous avons plongé sur le daffodil à Dieppe et nous avions pour objectif d'abord des observations visuelles de la coque, concrétion, corrosion, colonisation. Et là, on commence à déployer un petit peu la notion de science participative avec une participation très active du GRIEM, que beaucoup d'entre vous connaissent parce que très spécialisé dans les épaves métalliques, mais également des mesures des pertes d'épaisseur et des potentiels de corrosion de l'épave, de l'effet corrosion de l'épave, la réalisation de prélèvements d'eau, la réalisée par le DRASM en particulier, et enfin, avec l'aide de la société de scaphandrier Ocan, la réalisation de prélèvements sur la coque.
Voilà les 3 objectifs majeurs de cette semaine. Nous avons eu l'aide absolument précieuse de l'André Malraux pour mener à bien cette semaine de travail sur le daffodil. Voilà une photo, une cartographie sonar de l'épave avec les zones sélectionnées pour travailler sur cette épave. Donc 3 zones de travail. Une première zone appelée P1 dans laquelle on a prélevé 2 échantillons de métal à la lance thermique, un échantillon d'eau et des échantillons de sédiments. Une deuxième zone ici sur laquelle on a prélevé 4 échantillons de métal, dont 3 à la lance thermique et 1 à la carotteuse, et j'y reviendrai, des échantillons d'eau, des échantillons de sédiments et des mesures d'épaisseur et de corrosion de la coque. Alors quelques photos prises sur l'épave du daffodil avec la complicité de Frédéric Ossada, qui vient de faire son entrée remarquée. Quelques photos d'ambiance en fait, du travail avec les scaphandriers d'Okan en particulier et de la coque. Donc la coque du daffodil, voilà, Jean-Pierre vous l'a mentionné un petit peu. On est beaucoup moins bleu sur les photos que sur les photos de plongée de Jean-Pierre sur le Liban. Mais voilà, donc on a une coque qui est absolument recouverte complètement de concrétion. Quelques zones apparaissent de corrosion et le travail des plongeurs, et des scaphandriers en particulier, a consisté en des prélèvements. Alors, grâce au réseau de Sentinelle, on a essayé de travailler sur la création d'une fiche de diagnostic des épaves. Le principe même du projet SOS Épave, c'est de faire que les plongeurs puissent être acteurs de leur patrimoine. Pour que les plongeurs soient acteurs de leur patrimoine, on ne va pas les former aux études de corrosion qui nécessitent de nombreuses années. En revanche, déterminer sur des prises de vue particulières, comme celle qu'on a vue ici par exemple, les aider à diagnostiquer les épaves, la faiblesse structurelle, le niveau de corrosion ou le niveau de protection, on verra plus tard. Ce sont des choses qui sont absolument essentielles et qui sont faciles à mettre en œuvre sur le terrain, alors au travers d'une fiche épave ou au travers tout simplement de photographies. Donc on a commencé à travailler pendant cette première session avec les plongeurs sur ces notions de caractérisation de la corrosion, d'observation de la coque, de sensibilisation des plongeurs au substrat, parce que on le voit sur l'ensemble des plateformes de sciences participatives ou souvent dans les clubs, on regarde bien souvent beaucoup la biologie marine. Par contre, le substrat, on l'oublie un petit peu. Que le substrat soit métallique ou rocheux, on ne fait pas forcément la différence. Et là, nous, on veut absolument, au travers de ce projet, sensibiliser les plongeurs au substrat, parce que ce substrat, contrairement au substrat rocheux, ce substrat, il est appelé à disparaître, et on veut éviter qu'il ne disparaisse. Voilà. Donc voilà les prises de vue qu'on a été amené à réaliser, donc en collaboration avec le GRIEM. Ensuite, à partir des observations, on a réalisé des prélèvements. Alors, je vous l'ai dit un petit peu sommairement, mais on réalise des prélèvements d'eau dans différents endroits de l'épave, vérifier les paramètres physico-chimiques de l'eau, voir si on a des différences de composition. C'est peu probable, mais on ne sait jamais, entre bâbord et tribord, mais également des prélèvements de sédiments. Prélèvements de sédiments sur lesquels on va regarder notamment la présence des métaux qui sont relargués par l'épave dans le processus de corrosion ou qui seraient éventuellement relargués ensuite par les mécanismes de la protection cathodique. Donc des prélèvements de sédiments et puis, une fois arrivé en laboratoire, des premiers éléments de réponse. Par exemple ici, vous avez une zone bâbord, une zone tribord. Vous avez les prélèvements de sédiments au droit de l'épave. Pardon, je vais prendre le pointeur laser, ce sera plus simple. Des prélèvements de sédiments au droit de l'épave, à 5 mètres de l'épave et à 10 mètres de l'épave. Alors immédiatement, simple constat visuel, on s'aperçoit qu'au droit de l'épave, les prélèvements de sédiments sont noircis. Ils sont noircis par les produits de corrosion de l'épave, par les produits de corrosion ferreux. Ce n'est pas une grande nouvelle, cependant c'est intéressant de le constater. C'est intéressant de constater que dans ce cas-là,
il ne semble pas que l'épave ait une influence sur le milieu sédimentaire au-delà de 5 mètres. Voilà. Donc là, on est sur le constat visuel, mais associé à ce constat visuel, nous sommes en train de réaliser des mesures de la composition en fait, élémentaire de sédiments, en dehors de la minéralogie, sur les métaux suivants, le fer, qui peut provenir de l'épave, j'ai oublié le magnésium, d'ailleurs, qui peut provenir de l'épave aussi, le zinc, l'aluminium, l'indium et le plomb. Voilà, donc ça c'est un premier élément de réponse en laboratoire. Ensuite, grâce à l'aide des scaphandriers de Okan sur le daffodil, nous avons réalisé une campagne de mesure de la corrosion de l'épave. Alors la mesure de la corrosion de l'épave, elle se fait par 2 moyens. L'un, c'est la mesure des épaisseurs résiduelles du métal. Alors, ce qui nous permet d'estimer un petit peu des vitesses de corrosion. Comment estimer une vitesse de corrosion à partir d'une simple mesure d'épaisseur de coque ? On a une documentation assez importante sur ce bateau et on sait que les éléments de coque avaient 10 ou 14 mm d'épaisseur. On connaît la date du naufrage, qui est notre point 0. On connaît la date de la mesure, qui est notre point 2019. On fait la différence entre 2019 et la date de naufrage. On a grosso modo 70 ans, enfin un tout petit peu plus. Eh bien, on va mesurer l'épaisseur de métal résiduel, on va diviser par le nombre des années et on aura une estimation de la vitesse de corrosion. Ça veut dire quoi cette estimation de la vitesse de corrosion ? Ça veut dire qu'on peut prédire à partir de quel moment la tôle d'épave ne sera plus en capacité de résister mécaniquement à l'effondrement. Voilà. Donc ça c'est important, et donc c'est important de réaliser ces mesures. Ces mesures, pour les scaphandriers, il y a des scaphandriers dans la salle, ces mesures sont très courantes, hein, mais elles vont nous servir, nous, sur l'épave, et on va regarder notamment si, une fois qu'on a installé la protection cathodique, la protection cathodique va ralentir, comme on l'imagine, voire stopper la corrosion de l'épave. Donc vous avez ici une séquence de plongeurs en train de réaliser, ici, avec cet appareil qu'on appelle le Cygnus. Alors là, en l'occurrence, il est en train d'enlever la couche de concrétion avant de réaliser la mesure. Donc il y a un bracelet avec une sonde au bout. Ici, un appareil que nous avons conçu là, à Coros pour mesurer la corrosion de l'épave au travers de ce qu'on appelle le potentiel électrochimique, potentiel de corrosion. Donc vous avez les scaphandriers qui utilisent l'appareil pour mesurer cette dégradation. Voilà un peu cette séquence. Ensuite, on a réalisé des prélèvements de métaux. Alors, on a réalisé avec 2 techniques différentes. La lance thermique, qui est un procédé qui est beaucoup plus rapide que la carotteuse. Donc, on a fait lance thermique d'un côté, carotteuse de l'autre. L'idée était de voir si la technique de prélèvement pouvait avoir une quelconque influence sur les résultats en laboratoire. Commençons par ça, avant ensuite de travailler pendant 3 ans sur des échantillons qui pourraient pu être du coup souillés à cause de la technique de prélèvement. Donc on a essayé la lance thermique, donc là vous avez une séquence de découpe à la lance thermique d'une tôle de daffodil, donc là le scaphandrier va bientôt percer, vous voyez ici l'avancée en fait de la flamme pour percer. Au final, vous avez une nouvelle fenêtre initiée sur le daffodil, une découpe relativement propre d'une surface à peu près de 90-100 cm². Et on a pu vérifier en laboratoire depuis que finalement la lance thermique, même si on découpe à 2000 degrés une tôle de métal, à quelques centimètres de là, il n'y a aucune influence sur il n'y a eu aucune transformation des produits de corrosion ou de la biologie marine. À quelques centimètres de là, il y a une atténuation telle dans l'eau que ça n'influe pas sur le résultat. Donc vous avez ici une séquence de conditionnement des échantillons par les scaphandriers. Et puis ici, la même séquence, mais avec la carotteuse. Alors la carotteuse, c'est tout de suite une autre machinerie à mettre en œuvre. Il nous faut d'abord souder un plat à la tôle de l'épave. Une fois qu'on a soudé le plat, qui est en fait le système de fixation de la carotteuse sur l'épave, descendre la carotteuse, carotter, et puis remonter l'échantillon. Donc grosso modo, hein, entre les 2 systèmes, la lance thermique c'est une demi-heure, la carotteuse c'est 3 heures. Donc là aussi, le temps, vous le savez, est compté sous l'eau. Donc les scaphandriers nous ont permis de bien avancer, au moins déjà sur les techniques de prélèvement dans cette première phase. Vous avez ici donc l'opération de carottage en cours par Okan.
Alors, maintenant, quelques premiers résultats. Je vous ai dit dans la première partie, on est sans arrêt en train de faire l'aller-retour entre le site et les épaves et les laboratoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les laboratoires? Eh bien, vous voyez ici cet échantillon du daffodil découpé à lance thermique. On va déjà commencer à analyser la macrofaune présente sur l'échantillon. On va pouvoir même déterminer à l'intérieur de cette macrofaune les métaux présents, hein, puisque là vous avez des organismes filtreurs bien connus, les moules, et ces moules sont des accumulateurs, peuvent être des filtreurs, accumulateurs peut-être pas, mais sont des filtreurs, et donc on va pouvoir déterminer si elles ont bioaccumulé des métaux lourds comme le fer, comme l'aluminium, le zinc, etc., etc. Donc voilà d'abord un premier constat sur cet échantillon, et puis ensuite on va faire des découpes transversales en l'occurrence, et là vous voyez une coupe transversale d'un échantillon. Donc ici on est côté métal, ici on est côté macrofaune, hein, puisqu'on voit ici des vers tubicoles, on voit ici des balanes découpées en deux. Donc on va pouvoir faire déjà une stratigraphie de la corrosion sur l'épaisseur de l'échantillon. Et puis au-delà de ça, on va pouvoir ensuite analyser de manière très précise la macrofaune, sous les aspects évidemment d'absorption de métaux lourds, mais également la nature des produits de corrosion. Donc vous avez ici quelques clichés. Par exemple ici, sur cette grande figure, donc c'est une image qui a été réalisée par le laboratoire d'archéomatériaux et de prévision de l'altération, et Florence Mercier. Vous avez ici, en fait, on a la chance, si je puis dire, d'avoir dans notre découpe englobé une tôle avec un bout de rivet. Donc là, vous avez une photographie en microscopie, mais pour que vous puissiez un petit peu mieux voir cette photographie, je vous la transforme en lumière naturelle. En lumière naturelle, vous avez ici toujours la même tôle, hein, toujours le même rivet, on est au même endroit, d'accord? Mais en lumière naturelle, on va s'apercevoir que, alors déjà une chose à laquelle on ne s'attendait pas, on va retrouver sur ce liseré ici la surface d'origine du métal. Ici, c'est d'une surface qui est consommée par la corrosion dans les 70 ans d'immersion. Ici, la surface du métal. Et dans cette surface du métal, pourquoi on la reconnaît? Parce qu'elle est peinte. Et là, vous avez des traces de peinture. Et on peut même remonter à la nature et à la couleur même de la peinture, puisque vous avez ici 1, 2, 3, 4 couches de peinture, dont même une couche de minium de plomb. Donc on va même trouver dans cet échantillon-là matière à chercher du plomb dans les sédiments ou dans la biologie marine environnante, parce que on s'aperçoit, enfin, même si on aurait pu s'en douter, que la couche primaire de peinture du bateau était à base de minium de plomb. On va retrouver le minium de plomb ici également. Là, c'est pas de la rouille, c'est vraiment de la couche de peinture à base de plomb. Voilà. Donc voilà un échantillon. Alors sur cet échantillon, outre ces premiers constats, qu'est-ce qu'on va regarder? On regarde la peinture évidemment, mais on va commencer à caractériser tous les produits de corrosion pour voir quelle est l'influence là entre ces produits de corrosion et la biologie marine, et en particulier la microbiologie. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, dès les premiers instants d'immersion, un acier va se corroder dans la minute qui suit l'immersion. Dans les 10 minutes qui suivent l'immersion, il est colonisé par des systèmes bactériens qui vont former très vite un biofilm. Ce biofilm, on appelle ça aussi un film de conditionnement de la corrosion. Alors, ce film, c'est toutes ces bactéries qui vont rentrer en compétition ou en complémentarité et qui vont conditionner la surface de l'acier à la corrosion, et ce conditionnement à la corrosion va ensuite conditionner toutes les années futures de corrosion sur le bateau. Donc c'est vraiment important qu'on puisse faire cette relation en permanence entre des couches de corrosion anciennes et la microbiologie, mais également sur des coupons immergés, des couches de corrosion récentes et la microbiologie, de manière à pouvoir faire ce lien toujours étroit entre milieu vivant, milieu corrodé et métal d'origine. En matière de corrosion, d'électrochimie et notamment d'aide à la protection cathodique, on a prélevé également des échantillons. Donc là, je vous fais un petit zoom de l'échantillon. Sur ce petit zoom de l'échantillon qu'on a découpé, je vous engage à regarder cette partie-là. Cette partie-là, c'est quoi? C'est une zone corrodée de l'échantillon. Et je vous engage à repenser à ce que je disais tout à l'heure entre les notions de surface apparente et surface corrodée. Ici, la surface apparente, c'est ça. Mais si vous enlevez la gangue de concrétion, la surface réelle, c'est ça. Donc elle est corrodée, on ne le voit pas. La gangue, souvent, elle est trompeuse. On pense que sous la gangue, il y a du métal, mais parfois, le métal sous la gangue a complètement disparu. Et donc, on est dans un cas problématique. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir travailler sur ces parties-là, sous gangue de concrétion.
Donc vous voyez ici par exemple, c'est une photo qui est assez intéressante parce qu'elle vous montre l'épaisseur, donc c'est l'échantillon qu'on voit juste avant, d'accord ? Mais quand on le regarde dans le sens transversal, on s'aperçoit que le métal dessous, la bande de métal sous la gangue de concrétion, elle est bien loin en matière de surface et même de volume que celle qu'on pouvait imaginer auparavant. Donc on va travailler sur ces échantillons, on va les enrober dans de la résine, on va les mettre dans des eaux de mer de laboratoire qui nous sont gracieusement fournies par la société Géocorail et puis on va tracer des courbes qui vont nous permettre de déterminer le courant électrique que l'on doit apporter à l'épave pour qu'elle soit protégée sous la forme de protection cathodique. Voilà. Alors en matière d'écotoxicologie et de biologie marine, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder, et vous l'avez compris, les interactions entre les micro-organismes et les macro-organismes de l'épave. Quelle est la diversité microbienne, mais aussi macrofaune colonisant la surface métallique, quel est son rôle dans la corrosion, quelles sont les conséquences sur le relargage des métaux dans l'environnement, quelles sont les conséquences du relargage aussi des métaux dans l'environnement, peut-on piéger des métaux issus de la corrosion ? Ce sont toutes ces notions-là que l'on commence à regarder depuis cette année. Et puis, à partir de l'année prochaine, une fois que la protection cathodique sur les micro-organismes, sera installée, on regardera son effet sur ce même milieu de manière macro et de manière micro. Un mot maintenant sur les installations des coupons. Ça, c'est le premier schéma conçu pour représenter nos systèmes installés sur chacune de nos épaves. On a ici une plaque porte-échantillon avec 5 plaques différentes qui seront relevées tous les 6 mois. Chacune de ces plaques relevées tous les 6 mois, sur chacune, il y a 4 échantillons. 4 échantillons partiront, c'est 3 fois 4 échantillons, partiront dans les 3 laboratoires pour étude. Donc de manière beaucoup plus visuelle, voilà la première plaque que l'on a installée sur le daffodil. Voilà la plaque juste avant l'installation le 27 août dernier sur le daffodil. Donc vous avez cette plaque avec tous ces porte-échantillons et tous les 6 mois nous viendrons en retirer. Donc celle-là partira en mars prochain, celle-là en octobre 2021, mars 2022, octobre 2022 et mars 2023 pour terminer le projet. Donc voilà 2 plaques, une plaque à bâbord, une plaque à tribord. Et voilà l'installation de la plaque par le DRASM, donc le 27 août dernier. Donc on s'est resservi là, on le voit ici sur cette photographie, de la plaque qui avait servi à fixer la carotteuse. Et puis dans un autre cas, on s'est servi des anfractuosités que l'on peut trouver dans l'épave pour fixer la plaque. Donc aujourd'hui, quand vous plongez sur le daffodil, et demain quand vous plongerez sur le Liban, vous verrez en fait ces plaques porte-échantillons avec marqué expérimentation en cours, ne pas toucher. Ne pas toucher, c'est évident. Par contre, prendre des photos, c'est beaucoup mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi lancé ce réseau Sentinelle d'épave dont je vais parler dans quelques minutes. Alors, simplement, pour vous montrer un petit peu l'effet de la corrosion sur les plaques, je voudrais que vous portiez un petit peu attention à cette image qui a été prise une demi-heure après l'installation de la plaque. On voit ici, dans cette série d'échantillons-là, ici, ici et ici, des échantillons d'acier qui sont naturellement corrodés. Et si vous regardez attentivement et si vous comparez attentivement avec les rangées de dessous, à chaque fois, vous verrez qu'ici, on est légèrement orangé, on est jaune-orangé. On commence déjà à corroder et on est pourtant une demi-heure après la mise en eau. Donc c'est vraiment, encore une fois, retenez bien une chose, c'est qu'un échantillon d'acier qui tombe dans l'eau, dans la minute qui suit son immersion, il se corrode et ça va conditionner sa vie ensuite, en corrosion et en biologie marine. Ces lignes-là sont des lignes d'échantillons protégés cathodiquement. La même image, en fait pas tout à fait la même image, puisque c'est sur une autre zone, mais 6 heures après, donc d'une marée à une autre, on voit déjà l'effet de la corrosion, très net, zone des échantillons, ligne des échantillons naturellement corrodés, ligne des échantillons protégés cathodiquement. D'accord ? Donc quand vous plongerez sur ces épaves pour faire des photographies, surtout ne touchez pas, ne mettez pas vos doigts, c'est joli la corrosion, mais par contre prenez des photos
envoyez-nous ces photos, et ces photos vont nous être importantes. Et là, j'en viens justement au réseau Sentinelle d'épave. Qu'est-ce que le réseau Sentinelle d'épave que nous générons en même temps que ce projet? C'est un réseau de sciences participatives d'abord, dont les acteurs sont évidemment les plongeurs loisirs, les scaphandriers, les pêcheurs, tous les gens qui vont être amenés à plonger autour de ces épaves. L'objectif, évidemment, c'est de faire remonter de l'information concernant, dans un premier temps, les dispositifs installés sur les épaves, les dispositifs porte-coupons, l'état de conservation des épaves aussi. Comment? Par la prise de vue photographique et des commentaires. Donc le format de photo, ça c'est toujours le point important, mais vous avez sur les images que j'ai montrées avant un canevas photographique. C'est important de pouvoir regarder ces échantillons, les envoyer en bonne définition. Et puis ensuite, ces photos, qu'en faire? Donc on a créé une adresse mail d'abord, mais l'objectif c'est un petit peu d'essayer de partager l'information sur les plateformes existantes. Il y a des plateformes de sciences participatives existantes, de type Doris, de type Polaris, je sais que Septentrion est dans la salle, de type Biolite. C'est important. Alors dans un premier temps, avant qu'on puisse partager sur ces plateformes de sciences participatives, on a créé cette adresse-là que je vous soumets, qui s'appelle sentinelle.epave@gmail.com. Vous envoyez des photographies, voici une photographie prise tel jour sur telle épave, de la zone bâbord ou de la zone tribord, et à partir de là, nous, on viendra comme ça faire avancer un petit peu la compréhension déjà visuelle de nos coupons de corrosion. Je vous ai mis, le cas échéant, les adresses mail de secours si vous oubliez l'adresse Sentinelle, qui sont les adresses mail de chacun des partenaires du projet. Alors, on a créé cette adresse mail le 8 septembre dernier à la suite de l'installation sur le daffodil de ces plaques. Eh bien, le 9, c'est-à-dire le lendemain, on avait reçu la première photo envoyée par François Render du club de plongée de Rouen, qui nous a en fait envoyé ces photos. Alors évidemment, celle-là est un peu jaunie. Cependant, on voit déjà, 8 jours après l'immersion, des plaques, la ligne d'échantillons corrodés, la ligne d'échantillons non corrodés, et nous déjà ça nous apporte de l'information. Et donc là je vous ai repris dans ce transparent les plaques le jour de l'installation, enfin une demi-heure après l'immersion, et les plaques 8 jours après. On voit tout de suite, même si les photos et la balance des plans n'est pas la même, on voit tout de suite qu'on a un effet assez important et une vitesse de corrosion assez importante sur les échantillons qui ne sont pas protégés contre la corrosion par protection cathodique. Donc c'est vraiment important, ce réseau de sentinelles, et j'aurai l'occasion d'en reparler en toute fin de conférence pour ouvrir un petit peu le débat avec vous, en tout cas les questions et le débat. C'est vraiment important de faire remonter cette information. On se concentre pour l'instant évidemment sur ces 2 épaves tests dans le cadre du projet, mais l'objectif final, c'est un peu que chaque plongeur soit sentinelle de son épave favorite. Alors, quelles sont les prochaines étapes du programme? D'abord, créer un outil tout en un pour les scaphandriers. Certains scaphandriers sont dans la salle, ils me diront si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. Mais voilà, vous avez vu sur place, sur le daffodil, on a réalisé des mesures de corrosion avec un appareil qu'on appelle le Triton. On a réalisé des mesures d'épaisseur de métal avec un appareil qu'on appelle le Cygnus M2 Dive. Voilà. Est-ce que demain on fait un Trignus ou un Cycton? À nous de voir, mais il nous semble qu'il serait pertinent pour les scaphandriers d'avoir ce type d'outil qui servirait évidemment pour les épaves, mais pas uniquement. Ensuite, la deuxième et la plus grosse phase du projet, elle va entrer en opérationnalité au tout début de 2021, c'est l'installation de la protection cathodique des 2 épaves. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la protection cathodique des épaves. La protection cathodique des épaves, il faut savoir, en fait, la protection cathodique tout court, il faut savoir que c'est une technique qui a été découverte au tout début du 19e siècle par un marin anglais, Sir Humphrey Davy, qui, grâce à la Royal Navy, s'est aperçu que, alors qu'on cloutait des tôles de cuivre sur des coques en bois, alors qu'on les cloutait avec des clous en fer, elles ne tenaient pas. Au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, elles tombaient. Et ce qui tombait, ce n'était pas la tôle de cuivre corrodée, c'était le clou en fer qui était extrêmement corrodé. Il a, pour ainsi dire, été l'instigateur de tous les travaux qu'a réalisé ensuite Faraday, Volta en particulier, qui sont ceux qui sont aujourd'hui considérés comme les papes de l'électrochimie dans le monde.
la protection cathodique a été découverte avec ce constat fait sur site. Alors là, vous avez une photographie d'une épave découverte dans le golfe du Mexique par la NOAA. Alors là, c'est un fantôme d'épave, si je puis dire, puisque vous avez ici des tôles en cuivre, mais qui sont cloutées cuivre, là, qui ont été... donc celles-là, elles ne peuvent pas tomber, puisque cuivre sur cuivre, ça ne fait pas trop de piles galvaniques. Mais cuivre sur cuivre, voilà, c'est une photo qui est assez intéressante et qui montre un petit peu ces systèmes de cuivre qui ont fait un petit peu tilter Monsieur Humphrey Davy. Alors le principe de fonctionnement, grâce à Monsieur Humphrey Davy, les messieurs Faraday, Volta et compagnie ont créé cette échelle de noblesse électrochimique des matériaux. Voilà, donc vous prenez un métal, vous le connectez à un autre métal, et l'un va se sacrifier pour l'autre. C'est un beau geste, c'est altruiste. Le métal en haut de l'échelle de noblesse, c'est l'or, suivi du platine, de l'argent, du mercure, etc. Il y a beaucoup d'autres métaux, mais j'ai cité les principaux. Les métaux en bas de l'échelle de noblesse électrochimique sont le fer, et donc on voit bien ce qu'avait découvert monsieur Davy ici, que le fer, il est beaucoup moins noble que le cuivre, donc si on met du fer sur du cuivre, le fer va se corroder au profit du cuivre. Mais qu'est-ce qui est moins noble que le fer ? Et en l'occurrence, quand on parle des épaves métalliques des Première et Deuxième Guerres mondiales, ou même du Liban de 1882, qu'est-ce qui est moins noble que le fer ? Eh bien, le zinc, l'aluminium et le magnésium, qui sont ces trois métaux que l'on va pouvoir associer pour provoquer leur sacrifice et respecter comme ça l'acier à protéger. Voilà. Donc, on appelle ça des anodes galvaniques pour former un processus que l'on appelle la pile galvanique. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre ces anodes à l'eau ? Très basiquement, on contacte ces anodes au métal. Immédiatement, il y a un petit courant électrique de très faible intensité qui génère sur la surface une modification du pH. Et là, vous voyez l'intérêt de travailler aussi sur l'étude de la biologie marine, parce qu'on va modifier localement le pH de l'eau de mer. Alors, quand je dis localement, ce sont des micro-couches qui sont nanométriques, mais quand même. Et localement, ce pH va faire précipiter sur la surface le calcium et le magnésium présents dans l'eau de mer. Donc là, vous avez des photographies des premiers instants de la précipitation de ces calciums et de ce magnésium. Un petit peu plus tard, vous avez une couche comme ça, qu'on appelle le dépôt calco-magnésien, qui est une couche blanche, que l'on va voir un petit peu partout. Vous avez ici des exemples. Ici, dans le port de Nantes-Saint-Nazaire, vous avez un poteau, un pieu métallique de port. Vous avez des anodes. Et tout autour entre ces deux anodes, dans la zone de concentration, vous avez ici du dépôt calco-magnésien qui s'est formé, en fait, et qui va prendre le relais. Alors là, je parle pour les structures contemporaines. Dès lors que la peinture va se dégrader, le dépôt calco-magnésien lui prendra le relais pour protéger le métal. Vous avez ici des portes d'écluse à Saint-Malo, où vous voyez également très bien, grâce à une basse eau, vous voyez très bien que les anodes, autour des anodes, vous avez des couches blanches qui se déposent, qui sont liées à ce dépôt calco-magnésien, ou comme ici, en zoomant un petit peu sur les anodes. Voilà l'influence du dépôt calco-magnésien. Donc sur nos épaves, qu'est-ce qu'on va avoir comme effet ? On va avoir un petit effet de blanchiment lié au dépôt calco-magnésien. Et ce que l'on va regarder également, c'est l'implication sur le vivant, sur l'épave. Alors, deux techniques existent pour protéger des épaves. On pourrait faire sans les anodes sacrificielles. Les deux provoquent du calco-magnésien. Mais on pourrait faire sans les anodes sacrificielles qui sont ici. On pourrait faire avec des panneaux solaires, on pourrait faire avec des hydroliennes, on pourrait faire avec des éoliennes. Évidemment, on pourrait faire ça. Aujourd'hui, on a des petits soucis de vandalisme sur les bouées qui sont équipées de panneaux solaires. Les panneaux solaires ne durent pas longtemps. Donc, il y a des choses à régler sur ce plan-là. Mais c'est une option pour les années à venir. Il y a des soucis de vandalisme, mais il y a aussi des soucis budgétaires, parce qu'une protection cathodique par courant imposée par des panneaux solaires ou par des éoliennes, elle coûte plus cher en entretien, évidemment, qu'une protection cathodique par anode sacrificielle. Alors, vous avez ici une photo prise à Dieppe en août dernier sur un bateau. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la protection cathodique ou les anodes, enfin, vous êtes tous déjà montés sur un bateau, vous verrez que près des hélices des bateaux, près des arbres d'hélice des bateaux ou le long des coques, vous allez trouver ces pins de matériaux type zinc ou aluminium qui sont soit soudés, soit boulonnés sur le métal à protéger.
Vous avez un cas concret, ici en mer Rouge, vous avez une structure à protéger qui est une plateforme pétrolière, et autour de ça, on met ce qu'on appelle un rétrofit, un petit cadre avec les anodes qu'on connecte par une câblette au fond de l'eau. Et voilà, et donc ce dispositif se sacrifie pour la structure à protéger, et ce dispositif, par son sacrifice, sera remplacé tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans. Alors, je vais faire un tout petit peu de technique maintenant, mais rassurez-vous, ça ne durera pas trop longtemps, sur la protection cathodique et les enjeux de ce projet vis-à-vis de la protection cathodique. La surface à protéger, on en a déjà parlé. La différence entre surface apparente et surface réelle. J'ai repris ici le cas de l'échantillon du daffodil, où vous avez une surface apparente qui est assez grande, et puis finalement une surface réelle de métal qui est finalement beaucoup plus petite. Mais cette surface réelle, du fait de la corrosion et du fait de la rugosité qui est générée lors du mécanisme de corrosion, cette surface réelle, elle peut être beaucoup plus grande. Donc difficile aujourd'hui de déterminer quelle est la quantité d'anode qu'on va mettre sur un matériau qui est très corrodé. Et aujourd'hui, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, quand on calcule un système de protection cathodique sur des infrastructures portuaires ou navales, on estime que la surface que l'on voit est la surface à protéger. Donc c'est une surface qui est apparente et qui est bien loin finalement de la surface réelle. Donc peut-être qu'on devrait mettre plus ou peut-être moins d'anodes. Et ce projet, en fait, il va viser à déterminer en fait cet effet-là. Ensuite, dans le calcul de la protection cathodique, on doit prendre en compte ce qu'on appelle la dégradation du revêtement. Alors, il est bien évident que sur nos épaves, même si on a vu un petit bout de peinture sur le daffodil, sur nos épaves, il n'y a plus trop de peinture. Par contre, ces produits de corrosion peuvent jouer le rôle de revêtement, en ce sens que, et on l'a tous remarqué, en ce sens qu'au bout d'un certain temps, quand le milieu se stabilise, que ces couches de corrosion ont suffisamment grossi, que la couche de concrétion est suffisamment importante, cette couche de concrétion dense va limiter l'accès de l'oxygène à la surface et va limiter surtout la corrosion. Et donc cette couche de concrétion, elle va jouer le rôle finalement d'un revêtement et finalement d'une peinture. Donc là aussi, vous allez peut-être me poser la question, mais est-ce utile de protéger cathodiquement plutôt que de laisser l'épave vivre comme ça ? C'est une question, je me ferai un grand plaisir d'y répondre, même si j'y ai partiellement répondu. Malgré tout, on a quand même on a quand même une corrosion qui continue, on a quand même des effondrements constatés. Mais c'est important, et donc l'un des objectifs scientifiques de ce projet, c'est de déterminer si une surface corrodée peut s'apparenter à une surface peinte, et dans ce cas-là, dans le calcul global de ma protection cathodique, on la rentrera en compte dans ce calcul. Alors, autre point important, l'oxygénation du milieu, j'en ai dit 2 mots il y a 30 secondes, plus vous êtes profond, moins vous êtes oxygéné, donc en théorie, moins vous êtes corrodé. En tout cas, plus les vitesses de corrosion seront lentes. Cependant, et on peut voir jusqu'à plusieurs centaines de mètres de fond, la corrosion continue. Et donc, pour lutter contre cette corrosion, il faut qu'on détermine le courant que l'on doit fournir, et notamment la densité de courant, c'est-à-dire le courant relativement aux surfaces à protéger. Voilà, donc on va du coup déterminer ce courant, et une fois qu'on aura déterminé ce courant, et je vais passer très vite là-dessus, vous inquiétez pas, on va déterminer la masse d'anode à fournir sur l'épave. Cette masse d'anode, elle est liée à la durée de protection que l'on souhaite, par le courant, par le taux de consommation de ces anodes en particulier. Alors je vous cite un grand cas qui est en cours en ce moment, puisqu'on doit installer le système dans 15 jours sur le Fetlar. La protection cathodique du Fetlar à Saint-Malo. Le Fetlar, c'est un cargo qui fait 55 mètres de long, 8,60 mètres de large, et qui va bientôt être protégé cathodiquement. Dans le cadre de cette protection cathodique, on a conçu un système. On s'est affranchi là pour le coup de toutes les études scientifiques. On a conçu un système et ce système, tel qu'on l'a calculé, va requérir grosso modo 1 tonne d'anodes à placer, donc 36 anodes de 30 kg à placer sur l'épave
donc avec des règles de positionnement, un tiers de la masse anode sur les 2 tiers avant du bateau, et puis 2 tiers de la masse d'anode sur le tiers arrière du bateau. Pourquoi ça? Parce que sur le tiers arrière, et Jean-Pierre l'a rappelé tout à l'heure, c'est là où on a souvent la timonerie, on a toute la machinerie, et donc c'est là où on a la plus grande surface de métal à protéger. Donc on va commencer à protéger cette épave. Comment la protéger? Bien voilà, on va installer ce qu'on appelle des trains d'anode, donc 4 trains d'anode à la poupe, 2 trains d'anode à la proue. À quoi ça ressemble un train d'anode? C'est ça, c'est une locomotive avec 2 IPN sur lesquels on met des anodes qu'on connecte à l'épave, et puis des wagons derrière, autant de wagons que nécessaire pour finir le petit train d'anode qui va corroder. L'avantage d'un tel système, c'est qu'il est plutôt près du sol, donc il sera moins soumis au coup de butoir des marées, même si on est à 27 mètres, des marées et des vagues. Et puis aussi, il sera aisé de changer les anodes, de les remplacer régulièrement pour que cette protection cathodique soit opérationnelle. Voilà, on arrive un petit peu au terme de cette présentation, et puis pour réouvrir un petit peu les questions à la salle, j'aimerais qu'on reparle aussi du réseau de sciences participatives et du réseau de Sentinelles. À terme, ce réseau de sciences participatives, les Sentinelles, en fait c'est un réseau de lanceurs d'alerte, d'accord? C'est un réseau de lanceurs d'alerte de clubs le long des côtes françaises. Nous serons tous demain des vigies de l'état de conservation des épaves, dans toutes les dimensions. Biologiques, c'est déjà fait, en tout cas il y a beaucoup d'entre nous qui sommes très tournés vers la biologie, mais regardons aussi aujourd'hui la structure, les matériaux supports, parce qu'elles risquent de disparaître. D'accord ? Et grâce à ces réseaux, je crois qu'on sera en mesure derrière de déclencher des opérations de surveillance, de protection et de surveillance de ces protections dans les années à venir, et de les prioriser. Alors je ne parle pas évidemment de protéger toutes les épaves métalliques des côtes françaises, cependant il y a un choix intéressant à faire en relation avec l'histoire, en relation avec l'épistémologie, en relation avec l'économie de nos territoires, et ce choix il sera facilité par la mise sous protection de ces épaves. Voilà, donc définissons ensemble, discutons ensemble des protocoles de diagnostic visuel de ces épaves, de photographie, quelles zones à photographier, le nombre de zones par épave. On peut ouvrir le débat, en discuter. Dans les premiers mois qui suivent, évidemment, quand vous irez sur ces épaves, le Liban et le Daffodil, prenez attention déjà des supports d'échantillons, envoyez des photos, et puis ensuite, essayons de construire ensemble un modèle qui nous permet de surveiller nos épaves. Voilà. Et pour finir, quelques observations visuelles du Daffodil. Merci à tous les participants déjà, et puis merci à vous de votre attention. Alors pour la séance aux questions, Covid oblige, je ne peux pas vous prêter le micro, par contre je peux vous l'amener. Ou vous pouvez parler sans micro si jamais vous le souhaitez. Donc nous sommes toutes oui à vos questions. Marine Bale, Clémentine Cobissens d'Acoros, Lila Reboul, Nathalie Huet du Drasme et moi-même sommes à l'écoute et là pour vous répondre. Juste un petit point pour les merci. Merci déjà à des premiers partenaires sur le terrain sur Marseille, au Parc national des Calanques. Oui. Voilà, dont on n'a pas pu rajouter le logo en dernière minute. Voilà. Oui. Alors oui, effectivement, il faut qu'on la mette en commun. On a commencé à travailler avec l'affiche, mais on s'est aperçu, et notamment avec le Griem, que l'affiche était trop dans le détail et pas encore assez en relation avec l'épave ou les observations qu'on pouvait faire in situ.
on était encore trop loin dans le renseignement scientifique, si je puis dire, et pas assez dans la vulgarisation. Donc on l'a reconstruit, on l'a réécrit. Les discussions qu'on a eues avec le GRIEM aussi nous ont fait apparaître que, et là je vous pose, je vous renvoie cette question, nous ont fait apparaître que c'était un peu fastidieux une fiche en fait. Alors certains la rempliront avec joie et facilité, d'autres disent attendez, on va plonger, il faut derrière qu'on télécharge, enfin avant on télécharge une fiche, on l'amène sous l'eau, ou on répond après, on vous l'envoie, enfin c'est plus une plongée là, c'est plus. Donc c'est pour ça qu'on a fait pour l'instant, par rapport à cette fiche épave, pour l'instant je dis bien, mais on repense au sujet, on a fait un pas en arrière en se disant bon, commençons par une documentation photographique, un aller-retour entre nous sur ces éléments photographiques, et la fiche, on l'a construit ensemble, mais on la mettra peut-être dans un deuxième temps dans le cours du projet. Mais c'est bien effectivement qu'on la co-construise et qu'on la revoie ensemble. Oui. Donc Pierre Chevaldonnet, biologiste marin au CNRS. Je vais poser une question peut-être un petit peu provocatrice. Je me pose la question du coût à la fois financier et paysager de cette protection que vous proposez pour les épaves. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? Oui. Alors, quand je parle de coût paysager, j'ai vu que ces trains d'anode, Ouais. ils étaient particulièrement largement dimensionnés, un peu étalés autour des épaves. J'imagine que ça peut être pensé autrement, mais est-ce que ça rentre en considération dans vos approches? Alors, évidemment, ce sont des discussions qu'on a. Alors, il y a deux parties dans la question. Il y a le coût et il y a l'aspect esthétique. Je vais commencer par l'aspect esthétique. Évidemment, ouais, c'est un problème. Déjà, on a pris le parti de ne pas faire la structure qu'on a vue en mer Rouge, là, cette structure en fait construite, qui est à notre sens inesthétique. Et ça, c'est encore une fois, c'est très subjectif. Cependant, c'est pour ça qu'on a pris le parti d'être au ras du sol, en se disant, pour les plongeurs qui viendront photographier cette épave, les anodes au ras du sol, on ne les verra plus. En fait, on ne les verra pas. En ce qui concerne l'encombrement, il n'est pas énorme. En fait, quand je vous ai parlé du train d'anode, un IPN fait 1 mètre de long. D'accord ? Une anode, ça fait 1,50 m de long. C'est pas sur une épave qui fait 90 mètres, c'est pas énorme. Voilà. Cependant, on a un petit peu, et là on va lancer un sujet de réflexion pour les designers. On pourrait tout à fait designer des anodes en forme de banc, sur une idée originale de Lila Reboul. On fait des bancs autour de l'anode, autour de l'épave, avec les anodes qui font chaque barreau du banc. Et là on pourrait avoir un aspect tout à fait esthétique. Bon, je blague un petit peu, mais voilà. L'aspect esthétique, pour l'instant, on l'a traité comme ça, c'est-à-dire on se met au ras du sol. Ça va éviter évidemment qu'elle soit renversée, qu'elle soit déconnectée, mais ça va aussi garder cette perception globale esthétique de l'épave. En ce qui concerne le coût, alors pour l'instant, moi j'ai qu'un élément à vous transmettre, c'est l'élément de coût lié au FETLAR, sur lequel on va installer les trains d'anode dans 15 jours pour une partie et dans 6 mois pour la seconde partie. Matériel hormis plongée, matériel, on est à 5 000 €. D'accord ? Hormis plongée. On a conçu un système sur le FETLAR qui est un système boulonnable, entièrement, de la coque de l'épave jusqu'au train d'anode. C'est pas, voilà. Évidemment, ce n'est pas la solution idéale. La solution idéale pour que la connectivité train d'anode épave soit meilleure, c'est de souder sur une partie de l'épave la connectique. D'accord ? Mais voilà, donc le coût est pas monstrueux. Ne retenez pas 5 000 € parce que ça varie évidemment d'une épave à une autre. Le FETLAR, il fait 2 fois moins de surface que le Liban ou la Lys Robert. Mais globalement, en fait, c'est pas énorme. Si je veux un peu donner des chiffres en bloc, en coût matériel, c'est 1 000 € par an, quoi. Voilà. Il faut retenir entre 1 000 et 2 000 € par an en fonction de la taille de l'épave. Donc, je dirais pour une collectivité qui voit
qui a un attrait, enfin qui a dans sa circonscription un certain nombre d'épaves qui ont un attrait touristique majeur, ce ne sont pas des sommes colossales. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vraiment valider ces solutions. Après, moi, mon inquiétude, elle n'est pas trop là-dessus. Elle est plus sur le lien avec le lien avec l'environnement, avec la vie sous-marine. Même si on commence à avoir des réponses, mon inquiétude, elle est plus là-dessus. C'est qu'est-ce que ça va changer sur la vie sous-marine. Et c'est l'inquiétude de nombreux biologistes. Mais c'est un sujet qui est vraiment, vraiment aujourd'hui suivi de très près, aussi par les fabricants d'anodes. Les premiers résultats qui commencent à être publiés, alors il y a des publications, il y a beaucoup de publications qui sortent sur l'influence des métaux dans l'environnement et en particulier sur les sédiments. Il y en a peu sur la faune et sur la flore. Mais aujourd'hui, les premiers résultats qui sortent, c'est que notamment en ce qui concerne les anodes en aluminium, l'aluminium, il est biodispersé dans le milieu, mais il n'est pas forcément biodisponible pour la macrofaune et flore qui vit dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, il tombe, il se retrouve sous l'anode, il fait des espèces de pâtés sous l'anode, et les gens qui font de la plongée professionnelle l'observent souvent. Sous une anode sacrificielle, on voit souvent une espèce de stalagmite d'aluminium qui se concrétionne au niveau des sédiments, et ça s'arrête là. Mais je dirais, ça c'est une observation pratique. Il faut aller un petit peu plus loin que l'observation pratique et démontrer scientifiquement qu'elles sont inoffensives vis-à-vis de l'environnement. J'aimerais qu'on partage un peu la notion de réseau de sentinelles au-delà de la fiche d'épave. Est-ce que vous, les photographies, est-ce que ça vous intéresse? Oui. Oui. Mmh. Absolument. Non, bien sûr que évidemment on y a pensé. On avait invité la fédération, mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de la fédération dans la salle. Si, ah ben voilà. Voilà, c'était aussi l'occasion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au point zéro de ce réseau Sentinelle. Alors c'est pas tout à fait le point zéro parce que vous l'avez compris, on a initié ça sans en faire de communication auprès du GRIEM et des clubs de Seine-Maritime qui ont déjà commencé un peu ce travail de surveillance de l'épave du daffodil et des coupons. Mais voilà, là on est aujourd'hui au démarrage de ce réseau et bien évidemment sous une forme ou sous une autre, il faut qu'on arrive à communiquer avec les clubs là-dessus. C'est pour ça que j'ai mentionné aussi les plateformes de sciences participatives, initiées par la fédération notamment, mais pas uniquement, de manière très large, sensibiliser le public sur ce patrimoine en danger. Ouais. Oui.
Méditerranée, puisqu'en Méditerranée, on n'a pas de structure telle que celle-ci. Sur la liste Robert, sur laquelle on était parti au départ, parce que sur la liste Robert, on y réfléchit aussi depuis longtemps, on avait pareil, c'était un partenariat avec le parc du Golfe du Lion, qui connaît bien les réseaux